Et si un simple aboiement pouvait changer le destin de dizaines d'enfants? Et si, au milieu du vacarme métallique d'un aéroport, une âme silencieuse, au regard plus humain que celui de bien des hommes, percevait ce que personne d'autre ne voyait? Il y a des rencontres qui ne durent qu'un instant, et d'autres qui bouleversent une vie entière. Cette histoire commence là, entre les haut-parleurs grinçants et les adieux précipités, dans ce lieu où les destins s'entrelacent, sans jamais se toucher. Mais ce jour-là, quelque chose d'invisible se brisa. Pas un verre, pas une voix, quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait la forme d'un chien. La brume du petit matin caressait les vitres du terminal B et l'odeur du café brûlé flottait dans l'air fatigué du personnel. Emily Morgan, agent de sécurité, avançait d'un pas mesuré. Sa main droite tenait la laisse, sa main gauche serrait un carnet de notes. À ses côtés, Max marchait, museau levé, oreille droite. Ce n'était pas un chien comme les autres. Il ne tirait pas, n'aboyait pas sans raison, ne quémandait ni caresse ni jeu. Il observait, il attendait, il ressentait. L'uniforme noir qu'Émilie portait dissimulait mal la lassitude de ses yeux. Chaque jour se ressemblait, jusqu'à ce matin-là. C'est arrivé soudainement. Le souffle de Max se coupa, son poil se hérissa, et son cri éclata comme une alarme dans le cœur d'Émilie. Il fixait un couple à quelques dizaines de mètres. Rien, au premier regard, n'éveillait le soupçon. Une femme bien habillée, un homme au regard doux, et dans leurs bras, un petit garçon enveloppé dans une couverture bleue. Mais Max, lui, savait. Il s'était figé comme une statue, le regard accroché à l'enfant. Émilie, d'abord hésitante, s'approcha lentement. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un avertissement dans son esprit. Une tension étrange s'infiltrait entre les murs, comme si le silence lui-même s'était mis à écouter. « Bonjour, puis-je voir vos documents ?» demanda-t-elle calmement. L'homme répondit avec un léger sourire, trop rapide, trop maîtrisé. La femme, elle, serra l'enfant un peu plus fort. Max ne bougeait pas, mais ses yeux suivaient chaque mouvement, chaque respiration. Émilie sentit quelque chose remonter en elle. Une vieille douleur, un souvenir lointain, celui d'une absence qu'on ne peut pas nommer. Elle ignora l'émotion et se concentra sur les papiers qu'on lui tendait. Fausse date, faux nom, faux numéro. Tout était faux. Et soudain, l'homme se retourna, prit l'enfant dans ses bras et courut. Émilie cria, Max bondit, le terminal bascula dans le chaos. Dans cette course effrénée, une vérité invisible se mit à frémir sous la surface. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pas à bêtise, avec une enquête ni une plainte, juste avec un chien nommé Max. Le couloir du poste de sécurité résonnait encore des échos de la course. Les voix brouillées dans les radios, les ordres lancés à la hâte. Mais dans l'esprit d'Émilie, tout s'était ralenti. Assise dans la salle d'interrogatoire, elle fixait l'homme que Max avait immobilisé au sol quelques instants plus tôt. Ses mains tremblaient légèrement, son visage portait l'expression d'un homme brisé, mais ce n'était pas la peur de la prison qu'on lisait dans ses beaux yeux. C'était autre chose, plus ancien, plus intime. Émilie connaissait ce regard, elle l'avait vu dans le miroir. Le regard de ceux qui ont perdu quelque chose qu'ils n'arrivent pas à nommer. Lorsqu'elle lui demanda calmement pourquoi il avait fui, il ne répondit rien. Pas d'excuses, pas de mensonge. Juste un murmure. « Ils ont ma fille. » Ce n'est qu'après de longues minutes qu'il raconta l'horreur. Sa fille, Lily, 7 ans, avait disparu 2 mois plus tôt. Un appel anonyme leur avait dit quoi faire s'ils voulaient la revoir. Transportez ce garçon à New York. Aucun mot, aucun écart. Sinon, vous recevrez une boîte. L'homme montra un téléphone tremblant où un message encore affiché disait « Une erreur » et elle perdra un doigt. C'était une machinerie cruelle, froide, organisée. Ils n'étaient pas les coupables, seulement d'autres victimes piégées dans un engrenage immonde. Le cœur d'Émilie se serra. Chaque mot lui rappelait un vide ancien, un nom qu'elle n'osait plus prononcer. Sarah. Le système, pensa-t-elle, n'est pas fait pour ces nuances. Il enferme les bourreaux et oublie les otages silencieux. Elle sortit de la pièce, étourdie, et croisa le regard de Max. Le chien, comme toujours, semblait savoir.
Elle s'agenouilla, le serra contre elle et murmura « On va y retourner. Hein, mon grand, on ne laisse personne derrière. » Il posa doucement sa tête contre son épaule, comme s'il comprenait tout. Elle contacta James, son collègue de toujours, celui en qui elle avait confiance depuis leur formation. Il arriva 30 minutes plus tard avec une carte, des photos, des traces numériques. Ensemble, ils remontèrent la piste. Numéro de téléphone, transfert bancaire, localisation GPS d'un fourgon utilisé une semaine plus tôt, et toujours ce même nom qui revenait, Warehouse 42. L'adresse semblait presque trop évidente. Un entrepôt en périphérie, officiellement. Vide, abandonné depuis des années, mais la régularité des mouvements repérés par satellite, les entrées discrètes captées par les caméras de surveillance du quartier, les voitures banalisées, où tout pointait vers une activité clandestine. Émilie savait que si elle informait ses supérieurs, l'endroit serait vidé avant l'aube, et quelque chose en elle la poussait à se méfier. Depuis quelques mois, certains ordres lui avaient paru étrangement déconnectés, comme s'ils venaient d'une autre voie que celle de la justice. Alors, avec Max et James, elle décida de désobéir aux règles. Une seule nuit, une seule opération, et peut-être une chance de retrouver une part d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. La nuit tombait lentement sur les entrepôts industriels de la zone portuaire. Un vent sec balayait les rues désertes, soulevant des fragments de papiers oubliés et des souvenirs que personne ne voulait affronter. Devant le bâtiment marqué « Warehouse 42 », Émilie coupa le moteur. Tout semblait figé, sans mouvement, comme si le silence lui-même retenait sa respiration. Max, sur la banquette arrière, se redressa doucement, les oreilles tendues, la truffe pointée vers la porte métallique. À ses côtés, James chargeait son arme, les gestes précis, le regard durci par l'adrénaline et la peur maîtrisée. Aucun des deux ne parla. Ils savaient que ce qu'ils allaient découvrir là-dedans changerait tout ou les détruirait à jamais. L'intérieur de l'entrepôt était plongé dans une pénombre oppressante, à peine percée par les lampes torches. L'odeur d'humidité, de chlore et de métal rouillé collait à la gorge. Ils avancèrent lentement, Max en tête. Le chien marchait sans hésiter, comme guidé par une mémoire invisible. Derrière une série de portes grillagées, ils trouvèrent ce qu'ils redoutaient sans oser le formuler. Des cages, petites, trop petites. À l'intérieur, des enfants. Certains dormaient, d'autres regardaient dans le vide, lointains, absents, comme arrachés à leur propre réalité. Aucun cri, aucune larme, juste un silence cassé par les gémissements discrets de Max. Émilie sentit son cœur éclater dans sa poitrine. Elle voulut crier, mais elle savait qu'il était trop tôt. Ils se mirent au travail avec méthode, libérant un à un les enfants, les couvrant de couvertures thermiques, les rassurant doucement. James gardait l'arrière, prêt à réagir à la moindre alerte. Puis, dans une salle fermée à double tour, Émilie trouva quelque chose de pire encore, un bureau, propre, organisé, avec des dossiers, des photos, des listes, des codes. Le trafic n'était pas improvisé, il était structuré, financé, protégé. Parmi les visages sur les photos, elle reconnut un juge de sa juridiction, un conseiller municipal, et, son souffle se coupa net, le commandant Wilson, son supérieur direct. Celui qui, quelques semaines plus tôt, lui avait demandé d'abandonner une enquête sur une disparition jugée non prioritaire. Avant qu'elle ne puisse réagir, des bruits de pas lourds résonnèrent dans le couloir. James cria son nom. 3 hommes armés pénétrèrent dans l'entrepôt. Mais Max, rapide comme l'éclair, bondit sans peur sur le premier. Une lutte éclata. Les murs résonnèrent de cris, de coups, de chocs. Émilie, le cœur battant, se jeta derrière une pile de caisses, protégeant un garçon recroquevillé contre elle. Les balles fusaient, mais ce fut une voix familière, glaciale et douce à la fois, qui fit tout basculer. « Lâche ton arme, Émilie, tu vas gâcher des années de travail !» Elle se tourna lentement et là, dans l'ombre, elle vit le visage de Wilson. Mais à côté de lui, une autre silhouette apparut, plus mince, plus jeune, et pourtant étrangement familière. Et dans ce regard qu'elle n'avait pas croisé depuis l'enfance, elle sut instantanément.
son frère Michael n'était pas mort. Le choc était tel qu'Émilie en oublia de respirer. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais de cette douleur ancienne qu'elle avait ensevelie depuis des années. Michael, son frère disparu à l'âge de 17 ans, que l'on avait déclaré mort après un accident suspect, se tenait là, debout, en chair et en os. Mais ce n'était plus l'adolescent rieur de ses souvenirs. Son visage avait durci, marqué par les années et les secrets. Il portait un costume sombre, sans insigne, sans nom, sans affiliation. Il ne dit rien tout de suite. Il la fixa simplement, longtemps, comme s'il cherchait à savoir si elle était réelle ou seulement le fantôme d'un passé qu'il avait trop longtemps fui. Puis, d'une voix basse, rauque, il murmura « Tu ne devrais pas être ici ». Wilson s'interposa, énervé, visiblement troublé par la tension entre eux. Elle ne doit rien savoir de plus. Termine-la. Maintenant. Mais Michael ne bougea pas. Au lieu de cela, il se tourna lentement vers Wilson. Et pour la première fois, Émilie vit son frère pointer une arme sur son propre supérieur. Wilson recula, confus, perdu. Michael déclara alors, sans détour, « Je travaille pour eux depuis 10 ans, mais pas comme tu crois. » Il jeta à Émilie une clé USB. Toutes les preuves sont là, tous les noms, toutes les transactions. Et Sarah, elle est vivante. Le monde d'Émilie vacilla. Sarah, leur petite sœur, portée disparue. Trop jeune pour comprendre le monde, trop fragile pour survivre seule. Elle avait été la lumière de leur enfance. La pensée qu'elle fût encore en vie lui coupa les jambes. Mais le moment n'était pas à l'effondrement. Dans un mouvement presque chorégraphié, les hommes de Wilson levèrent leurs armes, Michael tira, James riposta, Max se jeta au sol avec un grondement sauvage. Le chaos explosa dans l'entrepôt, balles sifflantes, cris, éclats de lumière. Un tir frôla l'épaule d'Émilie, une caisse tomba, enflammée, et très vite le bâtiment tout entier fut pris dans un incendie. Michael attrapa Émilie par le bras, la força à avancer vers une sortie secondaire. Max courait devant, guidant les enfants survivants vers la lumière. James les couvrait à l'arrière, son visage maculé de sang mais son regard toujours lucide. En dehors de l'entrepôt, l'air frais frappa leur visage brûlant. Les Lakshko. Sirènes commençaient à se faire entendre au loin. Les enfants pleuraient, riaient, tremblaient, vivants. Émilie, haletante, regarda Michael. Il ne resterait pas. Je dois aller la chercher. Je suis le seul à pouvoir l'atteindre sans éveiller de soupçons. Tu as ce qu'il faut pour les faire tomber. Et avant qu'elle puisse répondre, il disparut dans la nuit. Max revint vers elle, posant doucement sa tête contre sa jambe. Le regard qu'il lui adressa ne contenait ni peur, ni doute. Juste cette certitude tranquille, celle qu'ils avaient accompli quelque chose de plus grand qu'eux. Mais au fond d'elle, Émilie savait que tout ne faisait que commencer. Car la vérité la plus douloureuse de toutes n'avait pas encore été affrontée. Le jour se levait doucement sur les docks de la ville, projetant une lumière pâle et timide sur les visages marqués par la nuit. Les sirènes avaient cessé. Les cris s'étaient tus. Il ne restait que le souffle du vent et le silence pesant des survivants. Émilie, le visage couvert de suie, les yeux rougis par la fumée et les larmes, observait les enfants rassemblés, emmitouflés dans des couvertures de secours, entourés de soignants arrivés en renfort. Elle tenait toujours dans sa main la clé USB que Michael lui avait confiée comme un fragment de vérité trop lourd pour une seule personne. Mais elle n'était plus seule. James se tenait à ses côtés, debout malgré la douleur. Max, fidèle et calme, veillait sur eux, comme une sentinelle muette entre deux mondes. Les informations contenues dans la clé USB firent l'effet d'une bombe. En moins de 24 heures, des arrestations éclatèrent à travers le pays. Juges, politiciens, chefs d'entreprise. Le réseau était profond, ancien, tissé dans les structures les plus respectées de la société. Grâce aux preuves irréfutables rassemblées par Michael, les enfants retrouvés purent être identifiés, soignés, réunis à leur famille. Et pour ceux qui n'avaient plus personne, des foyers furent ouverts, sécurisés, protégés. L'État ne pouvait plus détourner le regard. Émilie fut convoquée par une commission spéciale.
On lui proposa une médaille, qu'elle refusa poliment. Ce n'était pas pour ça qu'elle avait agi. Ce qu'elle voulait, elle ne l'avait pas encore retrouvé. Sarah. Le nom résonnait comme un écho sourd dans son cœur. Elle avait grandi avec le souvenir de sa voix, de ses rires et de son absence. L'idée qu'elle ait survécu dans cet enfer glaçait son sang. Mais savoir qu'elle était encore là, quelque part, suffisait à raviver une lumière que le monde avait presque éteinte en elle. Elle consacra les mois suivants à collaborer avec une cellule internationale de sauvetage. Chaque opération était une chance. Chaque enfant retrouvé, un pas vers la réparation. Max, quant à lui, devint une légende silencieuse. Il reçut les honneurs, mais ce qu'il cherchait ne se trouvait pas dans les cérémonies. Il restait toujours auprès d'Emily, comme s'il sentait que la mission n'était pas tout à fait terminée. Il veillait la nuit, posait sa tête contre ses genoux lorsqu'elle tremblait, et l'accompagnait à chaque départ, à chaque retour, fidèle gardien de ses silences et de ses espoirs. Et puis, un soir, dans un centre d'accueil discret, une porte s'ouvrit. Une jeune femme entra, le regard timide, fragile. Elle portait une chaîne autour du cou, un petit pendentif en forme d'étoile, le même qu'Emily avait offert à Sarah pour ses 6 ans. Le monde s'arrêta un instant. Aucune parole ne pouvait exprimer ce que leurs regards échangèrent. Max, debout, s'approcha doucement, posa son museau contre la main tremblante de la jeune femme. Elle sourit faiblement. Emily s'avança, les larmes aux yeux, aucun mot, juste une étreinte, longue, infinie, et dans ce silence-là tout fut réparé.